Bonjour à tous. J'étais sur LCI Interview Vérité. Vous allez voir, je n'ai pas mâché mes mots. On a parlé du Covid, des libertés, de l'Ukraine, de Zelensky, de l'OTAN, de McKinsey Gate, de Macron, du Frexit, de l'Union européenne, de la présidentielle. Bien sûr, vous allez voir, je n'ai pas mâché mes mots. Je pense qu'il ne faut surtout pas les mâcher. Il faut tracer des perspectives très concrètes pour demain, demain, dans les jours, les semaines, les mois qui viennent pour notre pays, pour s'en sortir. Vous me direz ce que vous en pensez évidemment en commentaire. Je vous mets sous la vidéo en description la grande pétition nationale pour faire émerger le scandale McKinsey, le McKinsey Gate des cabinets de conseil dans cette élection présidentielle. Il y a de quoi faire exploser 5 fois la Macronie avec ce scandale. Il faut qu'ils en parlent, il faut les forcer. Ça commence, ça y est, on y arrive avec l'agitation sur les réseaux sociaux. La pétition est sous la vidéo en lien en description. Vous la signez, vous la partagez, vous la relayez. C'est extrêmement important. On est à un peu moins de 3 semaines du premier tour. Il faut les harceler là-dessus. Il faut harceler la Macronie notamment là-dessus. Je vous demande également de vous abonner à cette chaîne YouTube. Un clic, une seconde, c'est gratuit. Hop, c'est fait, on n'en parle plus. Plus vous êtes abonné, plus il y a de visibilité pour toutes ces vidéos. Je vous attends. Ce samedi 26 mars, très important. Justement, McKinsey Gate, on le place ce samedi 26 mars sous le signe du scandale des cabinets de conseil pour trouver une solution. On sera avec Maître Division notamment. Rendez-vous à 14 h, place du Palais Royal à Paris. Palais Royal, ça sera le printemps des libertés. Grand cortège national, on va jusque sous les fenêtres de Véran, ça va être phénoménal. On sera à 2 semaines de la présidentielle, il faut faire venir un monde fou, il fera très très beau. Je vous attends très nombreux. Venez aux Patriotes, prenez votre carte maintenant si vous ne l'avez pas encore, cette carte orange de résistance et de libération nationale. Si vous êtes d'accord avec tout ce que je dis ici, il faut nous rejoindre, il faut nous soutenir. On n'a pas un centime de l'État ni des banques, on a toute l'oligarchie contre nous. Il faut adhérer ou réadhérer, prendre votre adhésion annuelle et défendre les belles valeurs avec nous. Défendre la France avec nous et l'humanité. Le lien pour adhérer et réadhérer aux Patriotes, c'est tout simple. Vous avez le choix. Il est sous la vidéo en lien en description. Il est également en premier commentaire épinglé en lien. Il est également, vous allez voir en fin de vidéo en cliquant là ou là sur l'écran. Sous la vidéo en description, il y a un autre lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. C'est vital. C'est vital. On n'a pas un centime, je vous l'ai dit, de financement public. Rien du tout. Que vous. Que vous. Et nos bénévoles comptent sur vous pour faire tout ce qu'on fait. Ça coûte cher. Adhésion, réadhésion, dons sont d'ailleurs défiscalisés aux 2/3 pour vous. Le lien est sous la vidéo en description. C'est un autre lien pour faire les dons. Donc, aux Patriotes. Alors bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue aux nouveaux Patriotes résistants. Bonne interview. Et c'est l'heure de l'invité politique dans LCI Midi. Florian Philippot, aujourd'hui, bonjour. Président du parti Les Patriotes, soutien de Nicolas Dupont-Aignan. Alors, dans 2 heures maintenant, Florian Philippot, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, va s'adresser aux parlementaires français. Vous avez écrit le 4 mars dans un tweet cette phrase « Je refuse d'idolâtrer le président ukrainien », je vous cite, et les nazis d'Ukraine. Êtes-vous toujours dans le même état d'esprit ? Oui. Oui, bien sûr. D'ailleurs, il y avait eu un commentaire malhonnête en disant, je disais, les Ukrainiens sont des nazis. Absolument pas. Il y a des nazis en Ukraine. Mais vous semblez les mettre un peu dans le même sac, pas. Le président ukrainien et les nazis d'Ukraine. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, comme à chaque fois qu'on rentre en guerre, alors qu'on n'y est pas d'ailleurs, nous, la France, en guerre, mais bon, qu'il y a une guerre médiatique, on va dire, une guerre où l'OTAN est plus ou moins impliquée, on rentre dans un schéma hyper caricatural, un Walt Disney pour enfants de 4 ans. C'est Blanche-Neige face à la sorcière. Alors, il y a toujours le grand méchant et le grand gentil. Le monde est un peu plus compliqué que ça, et je pense que si on veut résoudre le conflit et aller vraiment vers la paix, on a intérêt à avoir un tout petit peu de subtilité. L'affaire ukrainienne, elle est compliquée. Monsieur Zelensky, il joue son rôle, mais moi je ne l'idolâtre pas, parce que je n'oublie pas les bombardements. Encore la semaine dernière, y compris le 20h TF1, on a fait un reportage par l'armée ukrainienne de l'Est du pays, 26 civils tués. Ça, j'oublie pas. Les images qu'on voit en ce moment, des petites fillettes accrochées sur des poteaux, peintes en vert quand elles parlent russe, par des Ukrainiens, y compris des régiments néo-nazis d'ailleurs. Mais qui a provoqué cette situation ? C'est bien l'agression russe, vous êtes d'accord là-dessus ou pas ? Alors non, non, pour le coup, l'agression du Donbass par l'Ukraine, ça date de 2014. Donc oui, mais il y a déjà 14 dont vous parlez, c'était il y a 10 jours. Pardon ? Oui, tout à fait. Mais ça, c'est le gouvernement ukrainien qui attaque. Donc, si vous voulez, moi, je refuse de dire que M. Zelensky est forcément quelqu'un de magnifique, formidable, etc. Il vient de prendre le contrôle de toutes les télévisions en Ukraine. On n'a pas beaucoup parlé en France de tout cela. Il vient d'interdire 11 partis d'opposition, dont l'un qui a complètement condamné l'invasion russe, donc c'est pas le critère, et qui avait même 44 députés. Donc, si vous voulez, je pense que le monde est un peu plus compliqué. Je souhaite qu'il y ait la paix. Je souhaite que l'armée russe s'en aille. Je souhaite qu'on aille vers la désescalade. Mais pour cela, il va falloir poser des questions très sérieuses, notamment la politique de l'OTAN, notamment les trahisons qui ont été faites par rapport aux promesses qui avaient été faites à la Russie en 1991 lors de l'effondrement de l'Union soviétique. Et la France a une part de responsabilité là-dedans parce qu'elle n'a pas tenu les engagements qu'elle avait pris. Florian Philippot, quand vous reprenez le terme de nazi d'Ukraine, vous reprenez la rhétorique du Kremlin.
clairement. Mais oui, je m'en fiche parce que c'est juste la réalité. Vous avez un article du Point qui est sorti la semaine dernière qui parle de ces encombrants nazis en Ukraine parce que c'est le cas. Alors, le régiment Azov, tout ça, ce sont des nazis. Sur quel chiffre on peut se baser pour dire que l'Ukraine serait remplie de nazis? Il y a un parlementaire. Alors je dis pas que c'est rempli de nazis. Du parti. Non, mais j'ai pas écrit ça, je ni dit ça. J'ai dit qu'il y en avait, que c'est un sujet. Après, c'est pas le sujet principal. Là, je suis d'accord avec vous. La dénazification de l'Ukraine, je pense que c'est de la rhétorique, pour le coup. Vous avez raison. C'est même de la propagande. Mais c'est un sujet. Les avenues Stepan Bandera, qui est quand même pas quelqu'un de très recommandable, en plein Kiev, ça existe. Donc, si vous voulez, il y a un sujet. Donc, c'est pour ça que je refuse d'idolâtrer ce camp-là, parce que ce serait faire de la simplification. Et la simplification n'a jamais mené à la paix. La simplification, c'est M. George Bush Jr. Vous vous souvenez de la guerre d'Irak ? Qu'à l'époque, la France avait eu l'honneur de combattre et avait eu l'honneur de dire un nom avec Villepin et Chirac. À l'époque, il nous disait il y a l'axe du mal. Il y a les gens très méchants, il y a les gens très gentils. Et nous, on est les gens très gentils. Sauf que les gens très gentils, ils ont fait 400 000 morts et ils ont tué des enfants. Nicolas Dupont-Aignan, vous soutenez... Florian Philippot, vous soutenez Nicolas Dupont-Aignan. Pardon, est-ce que si vous aviez été député, vous seriez dans l'hémicycle cet après-midi pour écouter ce message? Est-ce que Nicolas Dupont-Aignan sera dans l'hémicycle? Oui, bien sûr, il y sera et j'y aurais été, bien évidemment. Et vous auriez applaudi ou pas? Ça dépend. Attendez, je vais pas applaudir avant de savoir ce qu'il va dire. Vous savez très bien ce qu'il va dire. Ah non, je ne sais honnêtement pas ce qu'il va dire. Regardez, en Israël, il a surpris et choqué tout le monde en Israël en faisant des comparaisons qui étaient choquantes. Il va demander que l'on coupe tout lien économique, par exemple, avec la Russie. Donc ça vous refusez à cette option-là? Mais c'est simplement que moi, je veux pas que les sanctions anti-russes soient en fait des sanctions anti-françaises. C'est bon, on a donné, on fait ça depuis 2014, l'affaire de la Crimée. On a ruiné des exploitations agricoles françaises. Et on leur a permis à eux, Russes, de devenir premier producteur mondial de blé parce qu'ils se sont adaptés. Pareil, avec l'histoire de Swift, en fait, ils s'adaptent et ils se tournent vers la Chine. Donc, c'est complètement grotesque, on se tire une balle dans le pied. Donc, moi, je ne suis pas favorable à ça. Je suis favorable, je vais vous dire, à ce que, d'abord, il y a des référendums locaux. Mais j'ai vu que M. Zelensky commençait à parler de cette affaire, et c'est très bien, j'en parle depuis le premier jour, pour voir ce que les populations russophones là-bas pensent elles-mêmes. Je pense qu'on va devoir y passer. Il faudrait que l'OTAN arrête de faire croire qu'elle va sans cesse s'élargir. Elle l'a déjà fait. Et la France, d'ailleurs, j'aimerais que la France, à terme, quitte l'OTAN, parce que je pense que cette organisation n'a plus de raison d'être. C'est une organisation devenue belliqueuse. Moi, j'ai lu le rapport OTAN 2030, qui a été adopté en juin 2021. C'est un rapport de guerre contre la Chine et contre la Russie. Nous n'avons pas besoin de guerre. S'il n'y a plus l'OTAN et s'il y a la neutralité en Ukraine, parce que c'est ce que demande Nicolas Dupont-Aignan, je ne sais pas si vous le rejoignez sur cette demande, qui garantit la sécurité de l'Occident, qui garantit la sécurité de l'Ukraine? Parce que vous vous doutez bien que si l'Ukraine dit d'accord, on est un pays neutre et on n'a plus d'armée, les Russes ils pourront revenir dans 2 ans, dans 6 ans, n'importe quand. C'est ce que dit le président Zelensky. Mais moi, je ne sais pas ce que c'est que l'Occident. On n'est pas là, Français, pour garantir la sécurité de l'Ukraine, ni de d'autres pays. Je suis désolé. Garantissons déjà la nôtre, ce serait déjà pas mal. On est là pour mettre un pied dans la porte et peut-être empêcher qu'il y ait d'autres agressions. C'est ce qui s'est passé dans les années 30. On ne va pas ressortir les années 30. Enfin, bon, ouais. Donc, je sais qu'on aime bien les comparaisons, mais ce n'est pas du tout la même période, ni le même mécanisme, Dieu merci. Mais attendez, si on règle, comme vous le dites, le problème, qu'on pose la question localement aux populations, qu'il y a un statut de neutralité de l'Ukraine, que l'OTAN arrête de faire n'importe quoi, il n'y a aucune raison que la Russie attaque l'Ukraine. Je pense qu'on pourra aller... C'est pas ce que disent les Ukrainiens. Oui, mais la réalité, c'est celle-là. Il n'y a aucune raison que la Russie attaque l'Ukraine dans ce cas-là. Et il n'y a aucune raison que puissent pas se développer des relations intelligentes de voisinage, peut-être pas amicales, mais au moins sans guerre, voilà, pacifique. Et d'ailleurs, vous mettez le doigt sur un sujet important, que la France réinvestisse dans sa défense nationale. Que la France arrête... Donc une défense nationale souveraine, donc que la France n'ait plus finalement d'alliés, même en Europe? Les alliés, ce n'est pas l'inverse de la souveraineté. On peut avoir des alliés... il faut avoir des alliés, mais il faut être souverain du point de vue militaire, il faut être souverain aussi du point de vue de l'industrie de défense. Ça, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup parce ces dernières années, on a eu tendance à tout redonner à l'Allemagne. Le SCAF, vous savez, l'avion de combat. D'ailleurs, l'Allemagne nous a trahis puisque finalement, elle achète des avions F-35 américains. Bon. Donc, il faut que la France, comme elle l'a toujours fait, fabrique ses propres armes, ses propres avions, ses propres chars, ses propres munitions. Et là, vous avez vu, on a 3 jours... On a 3 jours de munitions devant nous si jamais on était attaqué. Ça n'est pas raisonnable. Il faut que la France investisse et maintienne sa dissuasion nucléaire. Vous dites que l'OTAN est une organisation belliqueuse. On voit bien justement que ça n'est pas le cas. Face à Vladimir Poutine, elle retient ses coups, si je puis dire, pour ne pas entraîner d'escalade. Alors là, elle ne pourrait pas. Dieu merci, j'espère qu'elle ne fera rien parce que ce serait la guerre nucléaire mondiale. Si vous voulez, on peut pas... La Russie, c'est le premier arsenal nucléaire du monde.
Donc, de toute oui, façon... Mais ce que vous semblez lui reprocher, ça ne se traduit pas dans les faits. Ah bah, moi, si vous voulez, j'ai regardé ce qui s'est fait ces 30 dernières années. L'OTAN, qui était une organisation défensive, d'ailleurs, s'est maintenue en 91, pas le pacte de Varsovie. Les deux auraient dû disparaître le même jour. Et ensuite, s'est élargi à l'Est, contrairement à toutes les promesses qui avaient été faites à l'époque à la Russie, qui redevenait la Russie. Bon. Et ça, c'était pas responsable. Non mais je vous interroge juste là-dessus, parce qu'à cette époque-là, il y a aussi une promesse qui a été faite à l'Ukraine. Vous renoncez à l'arme nucléaire et en échange, on ne vous agressera jamais. Oui, qui a rompu sa promesse ici? Ce sont bien les Russes. Enfin, écoutez, je ne sais pas si l'Ukraine était capable de toute façon d'avoir l'arme nucléaire, très honnêtement. Ils l'avaient, c'était sur leur sol, ça a été le deal de l'époque. D'accord, et eux, hérité de l'Union soviétique, d'accord. Oui. Je ne pense pas qu'on se passe au même niveau de négociation, puisque les négociations sur l'OTAN impliquaient le président américain. Vous avez Roland Dumas récemment qui a confirmé, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères français, qui avait confirmé cette affaire. On avait donné cet engagement. Dans les années 90, à la fin des années 90, et dans les années 90, l'OTAN est allé bombarder illégalement la Yougoslavie, la Serbie lui a arraché le Kosovo. La France a reconnu illégalement, par rapport à la Charte des Nations Unies, le Kosovo en 2008, après les États-Unis. Ça, vous savez, ça a mis un coin dans les relations avec la Russie, parce que c'est le monde orthodoxe, parce que c'était illégal, parce que c'était une agression. Et on a eu grand tort de faire cela. Là, je suis tout à fait d'accord avec Hubert Védrine qui parle de cela. Donc aujourd'hui, on arrive à une situation qui est héritée de 30 ans d'agression. Et honnêtement, allez voir le projet OTAN 2030, il est super inquiétant. Ça nous place dans un conflit américain. La France n'est pas les États-Unis. C'est la rhétorique du Kremlin que vous reprenez. Non, c'est la rhétorique américaine. Sur le fait que la Russie s'est sentie agressée et donc qui justifie aujourd'hui ses actions en Ukraine. Non, honnêtement, c'est pas la rhétorique du Kremlin sur l'affaire serbe. Honnêtement, tout connaisseur du sujet vous le dira. Quand les Américains, le jour de la Pâque serbe, bombardent la Serbie en mettant Joyeuse Pâques sur les bombes, en écrivant cela, et ça, vous avez les reportages, honnêtement, c'est n'importe quoi. Et aujourd'hui, on se place dans un agenda américain. Les États-Unis ont besoin d'ennemis en permanence pour exister, pas nous. Florian Philippot, on va donc assister à ce message du président Zelensky cet après-midi devant la représentation nationale. Et puis s'enchaînent demain, après-demain, des réunions internationales, sommet de l'OTAN, sommet du G7, réunion européenne. Est-ce que vous estimez que la campagne nationale, avec des thématiques, pouvoir d'achat, crise sanitaire, passe au second plan ? De fait, elle est un peu empêchée et c'est dommage parce qu'il y a des sujets extrêmement importants. Alors vous me direz, le sujet de la défense nationale, il est au cœur des prérogatives du président de la République. Donc à la limite, parfois, on revient... Et la question de la souveraineté au cœur de la campagne de Nicolas Dupont-Aignan. Oui, tout à fait. Et on revient vers une élection un peu plus présidentielle qu'on confond parfois trop souvent avec des élections législatives. On n'élit pas là le gouvernement, on élit le président de la République. C'est un peu différent, c'est même très différent. Mais bon, au-delà de ça, il y a quand même d'autres sujets extrêmement importants qui ont cours. Je rappelle quand même que nos libertés sont toujours suspendues à la suspension d'un pass vaccinal qui n'est pas abrogé. C'est le slogan de campagne de Nicolas Dupont-Aignan, choisir la liberté. C'est le seul candidat. C'est le seul candidat qui a des engagements clairs et depuis longtemps sur cette affaire des libertés. Réintégrer les travailleurs suspendus, réintégrer les soignants suspendus, abroger définitivement le pass vaccinal, supprimer le pass sanitaire qui est encore en cours aujourd'hui à l'entrée des hôpitaux, à l'entrée des maisons de retraite, à l'entrée des maisons de personnes handicapées dont personne ne parle. Il n'y a que Nicolas Dupont-Aignan, et c'est pour ça qu'on le soutient d'ailleurs, qui a pris des engagements clairs. Et je le sais, je fais des manifs depuis 17 mois, j'en fais encore une samedi, Palais Royal. Il était là très tôt, donc on sait qu'il est sincère. Il y a d'autres candidats qui maintenant disent on va abroger tout ça, etc. Sauf que ça fait 2 semaines qu'ils le disent parce qu'on est en campagne électorale, donc je crois moins en leur sincérité. Sauf que cette sincérité dont vous nous parlez, ça ne paye pas politiquement pour l'instant, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand on regarde le sondage quotidien de LCI, il est très bas, Nicolas Dupont-Aignan, il est à 1,5%, alors qu'il y a 5 ans, il avait récolté un peu plus de 4% des votes. Comment vous expliquez qu'il soit aussi bas dans notre sondage ? Mais d'abord, l'élection, c'est le 10 avril. C'est sûr, mais enfin, bon, il ne passera pas de 1,5 à 40. Hein, ça. 40, ce serait extraordinaire, mais oui, on se contentera de moins. Mais honnêtement, je pense qu'une dynamique va se mettre en place. Je vais vous dire pourquoi. Parce que sur la question des libertés, qui est fondamentale pour des millions de Français, il est le seul, clairement, positionné sincère là-dessus. La question de la souveraineté, vous en parliez, les Patriotes, dans leur accord de soutien, ont fait ajouter un point dans son programme. Il y aura un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne pendant son quinquennat. Et ça, il est le seul candidat à poser cette question de la souveraineté de l'Union européenne. Je vous signale que tous les autres, là, je les entends, y compris Marine Le Pen, que je connaissais bien, mais qui a renoncé depuis, et qui parlent, qui font des promesses. Vous nous parlez du Frexit, là. Mélenchon, Zemmour, ça, ils font des promesses
Oui, sur l'immigration, sur le pouvoir d'achat, par exemple, baisser les taxes sur l'essence. C'est très gentil tout ça, je suis d'accord avec tout ça. Mais c'est interdit si on est dans l'Union européenne et dans l'euro. Et c'est bien d'avoir le courage et la sincérité d'être le seul à poser la question. Non, vous pouvez très bien baisser les taxes sur les carburants qui sont la TVA, par exemple. Par l'État sans en demander. Alors la TVA sur le carburant, non, ça passe par le droit européen. Même Macron l'avait dit lui-même fin 2021, il avait dit je ne peux pas le faire parce que ça doit se décider en européen. Comme mais Florian Philippot, on vous entend, mais Nicolas Dupont-Aignan est parti en campagne quasiment le premier, en septembre 2020, il fait campagne, il va à la rencontre des Français. Pour quelles raisons, je reprends la question de Julien, n'arrive-t-il pas à avoir cette dynamique de campagne ou à retrouver la dynamique de campagne qu'il pouvait avoir en 2017 ? Parce que d'abord, la campagne pendant des mois a été mise sous cloche pour cause de Covid. Oui, mais ça c'est vrai pour tous les autres candidats. Oui, d'accord, mais il y en a qui sont hyper médiatisés aussi. Il y en a qui ont le droit à des émissions extraordinaires depuis des mois, des heures et des heures d'antenne. Il y a des règles, vous les connaissez par cœur, il y a des règles. C'est pas comme si je les connais, mais ça veut dire que les règles sont justes. Mais vous les comme si on découvrait. Je connais parfaitement les règles de l'Arcom, c'est ça, mais elles sont injustes. C'est la règle de l'équité fondée sur les sondages. Donc en fait, c'est un cercle vicieux. Mais peu importe. C'est pas comme si on découvrait Nicolas Dupont-Aignan. Ça fait quand même longtemps qu'il est là et qu'on connaît son message. Je vous dis simplement, attendez le jour de l'élection. Parce que vous savez, il y a beaucoup de Français qui se mettent que très tardivement dans l'élection présidentielle, que maintenant. Voilà, parce qu'il y a eu le Covid, il y a eu l'Ukraine ensuite, tout le sketch macronien en permanence, etc. Et là, ils vont commencer à s'intéresser vraiment à ce que disent les gens, à la cohérence, à la constance de ce qu'ils disent. Et il fera évidemment la différence comme candidat des libertés et candidat de la souveraineté. C'est pour ça qu'on le soutient. Voilà, c'est pour ça qu'on le soutient. Vous savez, quand on a fait ajouter dans son programme l'anticonstitutionnalité du confinement, aucun autre candidat n'en parle. Ça existe au Japon, ça existe en Finlande. Il est temps que la France se dote d'un arsenal de défense des libertés. Lorsque vous voyez, Florian Philippot, les intentions de vote pour Marine Le Pen, qui est en position d'être au second tour, est-ce que vous ne regrettez pas que vos chemins se soient séparés ? Alors, je vais vous dire. D'abord, je me souviens des régionales en juin 2021 où le Front National, le RN, devait gagner 5 régions. Les sondages se sont complètement plantés, complètement surestimés. Bon. Ensuite, je ne sais pas quel score elle fera. Je dis simplement aux gens, votez pour vos convictions et arrêtez de réfléchir en permanence comme ça en fonction des sondages. Parce que si vous réfléchissez en fonction des sondages, de toute façon, aujourd'hui, au second tour, personne ne gagne face à Macron. Si vous réfléchissez en fonction des sondages, ça vous amène vers le vote Macron. Donc c'est complètement absurde. Votez pour vos convictions au premier tour. Moi, au second tour, je prendrai mes responsabilités. J'appellerai à voter pour tout ce qui est en face de Macron, parce que je pense que Macron est une catastrophe. Tout ce qui est en face de Macron, Mélenchon par exemple aussi ? Tout ce qui est en face de Macron, personnellement, j'appellerai à faire voter contre Macron, parce que Macron est une catastrophe et je pense qu'il ne restera plus grand-chose de la France si Macron repasse. Regardez ce qu'ils veulent faire de la Corse. Regardez la Bretagne qui immédiatement, la fédération... je ne sais plus comment elle s'appelle, bretonne, qui demande elle aussi son autonomie, voire son indépendance, et qui menace d'action, sinon c'est du chantage. Regardez ce qu'il a voulu faire outre-mer, se débarrasser de la Nouvelle-Calédonie. Regardez ce qu'il a fait de nos fleurons nationaux, Alstom. Regardez l'affaire McKinsey dont personne ne parle, ces conflits d'intérêts avec la Macronie insupportable. Ce monde-là, il doit dégager. Il faut passer un grand coup de balai et pour ça, il faut voter pour des convictions solides au premier tour. Alors vous dites que chacun vote en fonction de ses convictions, sauf qu'au sein de votre propre parti, vous avez fait une consultation pour dire qui voulez-vous soutenir et 40% de vos adhérents ont dit non, on veut voter pour Éric Zemmour. Vous n'avez pas peur que ces intentions de vote se retrouvent chez vos partisans pour Éric Zemmour. Et pourquoi n'avez-vous pas suivi Éric Zemmour finalement ? Alors c'est beaucoup plus compliqué que ça. J'ai fait une deuxième consultation pour valider l'accord et l'accord a été validé par 92,9% de nos adhérents. Donc, vous voyez, accord présidentiel et législatif avec Nicolas Dupont-Aignan. Il y avait une première consultation fin février et 2 candidats s'étaient détachés, Éric Zemmour effectivement et Nicolas Dupont-Aignan. Tous les autres étaient dans les choux, donc je suis allé voir les deux, mais j'avais un mandat clair. C'était pas simplement un soutien comme ça. Il fallait qu'on puisse enrichir le programme présidentiel et avoir un accord équilibré et indépendant aux législatives. Aucune condition n'a pu être remplie avec l'équipe. Il vous a rien lâché, lui. Et depuis, d'ailleurs, il a baissé beaucoup dans les sondages. C'est à cause de donc ça, je pense que les adhérents ne regrettent absolument pas. Mais qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez pas trouver un chemin commun avec Nicolas Dupont-Aignan avec la candidature d'Éric Zemmour, justement, parce qu'il y a quand même des points qui peuvent d'abord, je vous ai dit, ils n'étaient pas ouverts au dialogue, premièrement. Et deuxièmement, on a beaucoup de points de divergence quand même. Je veux dire, moi, je ne suis pas du tout pour la retraite Nicolas Dupont-Aignan non plus, la retraite à 65 ou 64 ans. Donc version Macron ou Zemmour, non. Ça, il aurait fallu qu'on change, par exemple, dans son programme. On ne l'a pas obtenu. Je suis pour le RIC. Et ça n'est pas et Nicolas Dupont-Aignan, c'est dans son programme. Ça doit être à quel âge, juste pour information, ça doit être à quel âge ? Moi, personnellement, la retraite à 60 ans. Vous êtes sur la position de Marine Le Pen.
qui a évolué un petit peu. Comme sur tout sujet, elle a fini par changer. Quand un sondage lui a demandé de changer. C'est triste, parce que moi j'ai cru qu'elle était, pendant 5 ans quand j'ai été là-bas, j'ai cru vraiment, je vous dis très sincèrement, j'ai cru vraiment que c'était une personne de conviction. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un sondage, elle change de position. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je suis toujours pour la retraite à 60 ans parce qu'on vient de mettre 650 milliards d'euros dans le... Vous voyez, les confinements, les couvre-feux, toutes des bêtises qui n'ont servi à rien, qui ont juste tué le pays. Là, on a claqué 650 milliards d'euros. Et là, pour économiser quelques milliards par an, on va demander aux gens de se crever à 65 ans. On a largement la capacité de financer la retraite à 60 ans. D'autant que les gens sont mis à la porte de leurs entreprises à 56 ans, 57 ans. Il faut arrêter. Il faut remettre un peu de justice dans notre pays. Il faut remettre l'argent là où il doit être. Pas dans les bêtises, McKinsey, etc. Là où il doit être, c'est-à-dire la justice sociale. Les montants ne sont pas comparables entre ceux dont vous parlez sur McKinsey, qui est évidemment intéressant. On en est très très loin, évidemment, du financement de la retraite. Plus d'1 milliard par an maintenant. Le programme de Nicolas Dupont-Aignan, c'est vrai que sur le côté financier, alors sur la retraite à 60 ans, j'ai cru comprendre qu'il ne disait pas exactement comme vous, mais bon, il y a également la... Non, mais il est pour le maintien, si vous voulez. Oui, il n'est pas pour la folie des 64, 65. Mais il n'est pas pour les 60 ans comme vous. Non, mais là, je vous parle de la position des patriotes. Le programme, donc, il y a 8% de hausse de salaire pour tous, la nationalisation des autoroutes, etc., etc. Il y a beaucoup de promesses qui sont très, très dépensières. Comment on fait pour financer tout ça? Vous nous dites, les milliards, ils sont là. Ils sont où exactement? Les milliards, ils sont dans la croissance d'abord. Si vous voulez, si vous ne recréez pas une industrie française, si vous réindustrialisez pas la France, vous allez gérer la pénurie. Or, si vous le faites en faisant le protectionnisme, en faisant le patriotisme économique, agricole, alimentaire, je sais qu'on en aurait besoin pour nos éleveurs, nos paysans, alors vous allez créer de la valeur ajoutée française. Si vous aidez les créateurs, le génie créatif français, petits entrepreneurs qui demandent juste à être aidés dès qu'ils ont une bonne idée, alors vous allez créer de la valeur française. Et là, vous allez créer de l'argent. Là, vous allez créer vraiment de l'argent, pas vous partager la pénurie. Voilà, donc premièrement. Et ensuite, il y a des économies. Il en a listé un bon nombre. Il est très spécialiste de la fraude parce qu'il a fait un rapport parlementaire très détaillé sur la lutte contre la fraude sociale. Donc je peux vous dire, il a une mine d'idées qui font des dizaines de milliards d'euros d'économies par an là-dessus. Il y a l'argent de l'Union européenne. Donc, la différence entre ce qu'on donne au budget et ce qu'on reçoit du budget européen, c'est 10 milliards et ça va être 15 milliards demain. Et imaginez demain si on intègre le Kosovo, l'Albanie et l'Ukraine comme ils l'ont. Si on sort de l'Union européenne, ça va être 20 milliards. La lutte contre la fraude, comment est-ce que il est toujours très compliqué de la quantifier et cela coûte aussi de l'argent d'aller justement chercher ceux qui pourraient indûment toucher des prestations. Donc c'est une économie à géométrie variable, comme on dit. Ça coûte forcément un petit peu, mais ça rapporte beaucoup plus. Si vous voulez, l'investissement, il est bien plus rentable. Il a parlé, par exemple, des fausses cartes vitales qu'il faut désactiver. J'en parle aussi depuis très longtemps. Il est documenté là-dessus. Il a fait un rapport extrêmement documenté. Il y a eu d'autres rapports, beaucoup d'autres rapports, qui disent que ça n'est pas du tout des montants de plusieurs dizaines de milliards. Que ça est extrêmement, dans tous les cas, je ne sais pas quelle est l'évaluation, mais c'est entre quelques milliards et quelques dizaines de milliards par an. Donc c'est quand même de l'argent. Non, mais lui, il l'a chiffré. Mais je vais vous dire, vous savez, la fraude à la TVA par le système européen. C'est une folie. Personne n'en parle de cette histoire. Ça nous coûte chaque année des milliards d'euros également. Alors, vous voyez, il vaut mieux faire ça que de mettre en esclavage les bénéficiaires du RSA en leur disant tu vas faire 20 heures par semaine de travaux d'intérêt général. Je pensais que c'était des peines, moi, tout ça. Enfin, c'est ce qu'a dit M. Castex. Pour 560 € par mois. Ça s'appelle de l'esclavage, du dumping social. Ça, c'est horrible. Les droits et les devoirs, avoir des droits, mais aussi des devoirs. C'est une philosophie qui est donc défendue par la majorité présidentielle qui a présenté cette mesure dont vous parlez. Vous ne la partagez pas? Si, je la partage, mais les bénéficiaires du RSA ne sont pas des prisonniers. Ils sont à 560 € par mois, aidons-les par la formation, qu'il y ait des formations, qu'on les aide à retrouver le chemin de l'emploi. La plupart veulent ça. S'il y a quelques profiteurs, etc., on les cible, on s'en occupe. Mais la grande majorité, il faut arrêter, quoi. 20 heures par semaine de travail d'intérêt général, c'est une peine en France. C'est une peine. Quand vous êtes prisonnier, c'est pas la contrepartie de 500 balles par mois. Vous voyez, mais vous savez, c'est intéressant, droit et devoir. Vous savez ce qu'avait dit M. Attal, le porte-parole du gouvernement? Dans une interview récente, il avait dit « On va passer à un nouveau quinquennat Macron où les devoirs seront supérieurs aux droits ». Eh bien, ça, j'en veux pas. Ça, c'est la définition même du crédit social à la chinoise. Vos devoirs supérieurs à vos droits. C'est-à-dire qu'on vous laissera des petites marges, des petites miettes de liberté en fonction de la qualité de citoyen qu'on estime que vous êtes. Ça, c'est une définition chinoise de la démocratie, c'est-à-dire pas de démocratie. Moi, je ne suis pas là-dedans. Concernant la réindustrialisation et la souveraineté, vous n'avez pas échappé que le Covid passant par là, c'est aussi une des priorités du président sortant. Donc, il met énormément de milliards sur notre souveraineté, notamment sanitaire, énergétique, etc. Et l'Europe aussi. Je ne sais pas, parce qu'il parle... Le problème, c'est qu'il y a une confusion dans son esprit. Il parle de souveraineté européenne. Enfin, je pense que dans son esprit, il n'y en a pas du tout de confusion. Je pense qu'il a zappé la France depuis longtemps. Il ne pense que Union européenne. Souveraineté européenne, ça ne veut rien dire.
La belle affaire, si on fait revenir des usines au Portugal ou en Lituanie, ça ne va pas aider les ouvriers et les ingénieurs français. Il faut raisonner souveraineté nationale, qui est la seule qui existe, puisqu'il n'y a qu'un peuple français, il n'y a pas de peuple européen unique. Donc moi, je suis favorable à cela, mais pour ça, il faut avoir une politique conséquente. Il faut que les marchés publics soient réservés aux entreprises françaises, par exemple. C'est interdit par le droit européen. Donc comment il va faire, M. Macron? Merci beaucoup, Florian Philippot. Les rendez-vous à suivre. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que vous partagez ces analyses, ces combats. Si oui, il faut les mener avec nous. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Un clic, une seconde, c'est gratuit. C'est fait maintenant. Plus vous êtes abonné, plus ces vidéos mécaniquement circuleront facilement et toucheront du monde. Et puis venez aux Patriotes. Voilà, je vous attends. Adhésion, réadhésion, le lien est sous la vidéo en description. Il est également en premier commentaire épinglé. Il est également là, regardez, en cliquant directement sur l'écran. Vous avez l'embarras du choix. Par contre, vous n'avez pas le choix, il faut vous battre. Il faut qu'on se batte ensemble. On n'a pas le choix collectivement pour les générations qui viennent. Notre pays, l'humanité, on doit se battre ensemble. Si vous êtes d'accord avec moi, vous venez vous battre et vous prenez votre carte orange de résistance ou vous reprenez votre adhésion annuelle. Vous pouvez aussi faire un don de soutien aux patriotes parce que tout ce qu'on fait, ça coûte cher. On a toute l'oligarchie contre nous. On n'a pas un centime de financement public. Rien. Donc c'est vital pour faire ce qu'on fait. Bravo aussi, merci pour eux, pour les bénévoles, parce que sans votre aide, on ne peut rien faire du tout. Le lien pour faire un don de soutien aux patriotes, il est sous la vidéo en description. Adhésion, réadhésion, dons sont défiscalisés aux 2/3 pour vous, je vous le rappelle, pensez-y. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux patriotes, aux nouveaux résistants. Vive la France!